Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec cette photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux fin 2024, notamment via les forces ukrainiennes. Image d'un soldat nord-coréen qui serait mort au combat en Russie, dans la région de Koursk, où les Ukrainiens mènent des opérations de représailles à l'invasion russe de leur pays. La Corée du Nord qui aurait envoyé 12 000 soldats en octobre 2024 pour renforcer l'armée de Vladimir Poutine. En janvier 2025, c'est cette fois la Corée du Sud qui communiquait sur le fait qu'on ne voyait plus de Coréens du Nord sur le terrain russo-ukrainien, ajoutant qu'il était possible que cela soit lié à de lourdes pertes. Il n'empêche, l'envoi par Pyongyang de ces soldats nord-coréens aura marqué une étape supplémentaire de l'internationalisation du conflit et rappelé au monde entier ce lien ancien qui perdure entre l'ex-URSS et la Corée du Nord, un lien dont nous avons voulu vous retracer l'histoire et la géographie. Sortons nos cartes. La Corée du Nord occupe un peu plus de la moitié de la Corée, péninsule entourée depuis des siècles de grandes puissances qui pèsent sur sa destinée, Chine, Japon, États-Unis et surtout l'immense Russie. Géographiquement, Russie et Corée du Nord partagent 17 km de frontières le long du fleuve Tyumen qui se jette dans la mer du Japon, appelée par Pyongyang mer de l'Est de Corée. Moscou et Pyongyang n'ont pas la même puissance. La Russie, 11e économie mondiale, compte 144 millions d'habitants et 5580 ogives nucléaires. Pyongyang, 138e économie mondiale, 26 millions d'habitants et 40 à 50 bombes atomiques. Mais les deux pays sont très liés. D'abord parce qu'historiquement, c'est Moscou qui a créé la Corée du Nord. Voyons comment. 1905, le Japon impérial colonise la Corée. Dans les années 1930, des résistants coréens combattent au nord de la péninsule et en Mandchourie l'armée japonaise. 1940, un de leurs chefs, le communiste Kim Il-sung, se réfugie à Khabarovsk, en URSS. Il y devient major de l'armée rouge. Son fils Kim Jong-il naît en 1942 à Viatskoye. 8 août 1945, conformément aux accords de Yalta, l'URSS attaque le Japon et occupe le nord de la Corée jusqu'au 38e parallèle. Les États-Unis s'installent au sud de la péninsule et au Japon. Moscou voit sa zone d'occupation comme un futur État satellite et Kim Il-sung, rentré dans leur bagage, a été choisi pour le diriger. Ainsi, le 9 septembre 1948, Kim proclame la République populaire démocratique de Corée, aussitôt reconnue par Staline. L'inspiration soviétique est flagrante. Drapeau, symbole, économie planifiée, culte de la personnalité, guerre aux religions, purge des oppositions. Sauf que Kim Il-sung a son propre agenda. Le 25 juin 1950, il convainc Staline et Mao de le laisser envahir la Corée du Sud afin de réunifier la péninsule. Moscou arme alors les troupes nord-coréennes et chinoises et envoie ses avions. Washington, l'ONU et 20 autres États défendent la Corée du Sud. Les combats prennent fin de fait avec l'armistice de 1953, une zone démilitarisée divisant hermétiquement la péninsule jusqu'à aujourd'hui. Dans un premier temps, la Corée du Nord se reconstruit et s'industrialise rapidement, grâce à l'aide de Moscou et des pays de l'Est. Mais survient la rupture entre la Chine et l'URSS. Elle fournit l'occasion à Kim Il-sung, très nationaliste, de se défaire de la tutelle soviétique. Il expulse les conseillers politiques et militaires russes au nom de sa théorie du Juche, qui signifie autosuffisance, et refuse d'adhérer au Comecon, le marché commun dominé par l'URSS. Mais dans les faits, les liens Pyongyang-Moscou ne sont pas réduits à néant. Ainsi, 50% des échanges nord-coréens se font avec Moscou et les deux États signent un traité d'amitié et de défense. Le régime de Pyongyang soutient aussi militairement le bloc socialiste, envoyant des avions aider le Vietnam du Nord contre les États-Unis, puis l'Égypte pendant la guerre du Kippour. Au-delà, Pyongyang joue de la rivalité entre Pékin et Moscou, se faisant aider par les deux. Mais déjà, l'heure du déclassement approche. 1979, le dirigeant chinois Deng Xiaoping exige que la Corée du Nord contribue financièrement en contrepartie de l'aide chinoise. Côté russe,
Mikhaïl Gorbatchev, le dernier leader soviétique, veut mettre fin à la guerre froide. Résultat, Moscou lâche la Corée du Nord et se tourne vers la rivale du Sud en plein boom, participant même aux Jeux olympiques de Séoul. La chute de l'URSS en 1991 entraîne l'effondrement de la coopération Pyongyang-Moscou sous Boris Eltsine, premier président de la Russie indépendante. Entre 1994 et 1998, la Corée du Nord est en situation de faillite. Son PIB est divisé par 2 et la famine tue au moins 800 000 Nord-Coréens. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir en Russie d'un certain Vladimir Poutine pour que reprenne la relation Pyongyang-Moscou. Mais cela s'est fait, vous allez voir, en plusieurs étapes. En 2000, Vladimir Poutine rencontre Kim Jong-il, qui a succédé à son père en 1994. Il est le premier chef d'État russe à visiter Pyongyang. En retour, Kim Jong-il se rend 2 fois en Russie en train blindé. Mais au début, cette reprise de lien est timide. 97% des échanges nord-coréens se font encore avec la Chine. Pyongyang est devenu un paria international. Notamment parce qu'après le 11 septembre 2001, George W. Bush a inclus la Corée du Nord avec l'Iran et l'Irak dans son axe du mal. Craignant une invasion américaine, Kim Jong-il quitte alors le traité de non-prolifération et accélère tous azimuts son programme nucléaire. Ces technologies, importées du Pakistan, sont développées à Yongbyon, site nucléaire construit dès les années 1960 avec l'aide de l'URSS. Inquiet de toute prolifération, Moscou commence par soutenir les efforts de l'ONU pour dénucléariser la Corée du Nord, en participant aux pourparlers à 6 à Pékin et en votant de nombreuses sanctions. Sans succès, entre 2006 et 2017, Pyongyang effectue 6 tests nucléaires, déclarant sa dissuasion non négociable. Mais après ces attaques contre la Tchétchénie et la Géorgie, Poutine est sanctionné par l'Occident. Résultat, il se rapproche de la Corée du Nord. 2 projets, un gazoduc et un chemin de fer vers Séoul, échouent. Mais Moscou finance un autre chemin de fer reliant Vladivostok et le transsibérien à Kassan et au port nord-coréen de Rajin. En parallèle, des dizaines de milliers de Nord-Coréens sont envoyés travailler dans les forêts, mines et usines russes d'Extrême-Orient. En 2012 enfin, Moscou annule 90% de la dette nord-coréenne de la guerre froide, soit 10 milliards de dollars. La première crise ukrainienne en 2014 renforce encore ce lien Moscou-Pyongyang. Au pouvoir depuis 2011, Kim Jong-un, fils de Kim Jong-il, reconnaît aussitôt l'annexion de la Crimée. En retour, la Russie crée un conseil d'affaires et une connexion Internet entre les 2 États et multiplie les coopérations énergétiques et scientifiques. L'attaque russe à grande échelle de l'Ukraine parfait l'alliance. À l'ONU, Pyongyang est l'un des 4 seuls États à ne pas condamner l'invasion de la Russie, devenue à son tour paria. En retour, Moscou bloque les sanctions à l'ONU contre Pyongyang. Les échanges bilatéraux sont multipliés par 10 en un an. La Corée du Nord vend obus et missiles, y compris balistiques, contre devises, pétrole et haute technologie russe. Moscou, qui construit aussi un pont autoroutier sur le fleuve Tyumen et veut exploiter des gisements de lithium en Corée du Nord. Côté militaire, Poutine signe en juin 2024 un partenariat stratégique global à Pyongyang avec clause de défense mutuelle. Enfin, tournant historique, Kim Jong-un envoie 4 mois plus tard 12 000 soldats aider la Russie en Ukraine. Des soldats nord-coréens, on l'a vu, déployés sous uniforme russe dans la partie de la région russe de Koursk occupée par les forces ukrainiennes depuis août 2024. En réaction, la Corée du Sud, qui vend déjà de nombreux chars et missiles à la Pologne, menace d'envoyer directement armes et conseillers militaires pour aider l'Ukraine. Cet axe Moscou-Pyongyang accentue l'internationalisation du conflit ukrainien et déstabilise l'Asie du Nord-Est. Le long de la frontière entre les 2 Corées, en effet, les militaires sud-coréens, américains et japonais craignent les retours d'expérience des soldats nord-coréens revenus d'Ukraine.
En parallèle, Pyongyang teste sans cesse de nouveaux drones et missiles, avec un record de 69 tirs en 2022. Quant à la Chine de Xi Jinping, si la déstabilisation de l'Occident n'est pas pour lui déplaire, elle redoute en revanche les effets dominos. Chine et Corée du Nord sont en effet liés depuis 1961 par un pacte militaire, Pyongyang servant d'État tampon face aux troupes américaines au sud. Pékin craint donc toute escalade régionale qui nuirait à ses échanges économiques très fournis avec la Corée du Sud et le Japon. Les tensions pourraient en effet pousser les deux États à se doter de l'arme nucléaire. Dès lors, l'alliance entre ces belliqueux voisins russes et nord-coréens déplaît à Pékin, qui refuse jusqu'ici toute manœuvre militaire à trois. Et pour finir, il est un autre acteur important à mentionner, Donald Trump, qui, souvenez-vous, en juin 2019, avait été le premier dirigeant américain à pouvoir fouler le sol de la fameuse DMZ, la zone démilitarisée qui sépare la Corée du Nord de sa rivale du Sud, rencontre largement médiatisée et valorisée par Trump, qui n'avait pourtant rien changé à la menace nucléaire que Pyongyang fait peser sur la région, à voir ce que deviendra dans les semaines à venir la relation improbable entre ces deux-là. Pour aller plus loin, cet ouvrage de Pierre Andrieux aux Presses universitaires de France, Géopolitique des relations russo-chinoises. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.